Les amis, bonjour, bonsoir. Pour tout le monde qui va attendre nous, quand capteur de nous connaît, et qui va attendre nous plus tard ou bien encore sur chaîne nous. Et nous, Montréal, actuellement, et job, moi, je dis là, c'est remercier France d'abord. Professeur France, c'est lui-même qui aide nous et préparer pour semaine ça. Son semaine qui commence jeudi là, qui a fini samedi soir. Et nous avons pile de pour nous faire. Mais qui commençait depuis près de 4 à 5 mois, côté c'est le professeur Franz, que nous-mêmes, c'est Rénal qui était en contact avec lui en tant que président de ICC. ICC, c'est Initiative citoyenne pour le changement. Et puis, moi-même, j'étais en bas comme avec toute l'équipe qui l'a, je dis. Hein. Et il faut nous dire tout, merci à tout le monde qui l'a équipe là, et surtout au comité d'organisation hein, qui travaille depuis longtemps. Et même si le professeur Font n'a pas de contact direct avec nous, mais il a contact avec Rénal, qui est représenté. Dans ce sens, je veux dire, pour nous, professeur Font, merci, parce que nous venons là depuis le matin, c'est vrai, mais ça, nous ne connaissons pas. C'est comme si nous sommes dans l'université. Pour les enfants nous visiter tout le travail qui se fait, ça, nous sommes dans l'explication là, pas rien par rapport avec ça syndicat représenté. Nous-mêmes, dans l'ICC, Initiative citoyenne pour le changement, nous gagnons cette expérience pas nous, mais nous pas connaître si nous avons pile bagages et nous pensons qu'en collaboration avec les syndicats sur le long terme, est très, très bon pour nous. Pour ça, nous-mêmes, ICC, nous fait une rencontre intergénérationnelle, ça, la deuxième rencontre, ça, ici, en jeudi. Mais c'est parce que nous-mêmes, le nous avons fêté 600 ans pour arriver en 2000 et en 2022, nous avons monté une structure qui est l'initiative citoyenne pour l'Artibonite, pour le changement de l'Artibonite. Malheureusement pour nous, à cause de la division de dans le pays, hein, et 600 ans par fêté, j'en ai développé. Et nous continuons à travailler et nous disons, bon, l'initiative citoyenne, non, il n'y a pas de une initiative citoyenne pour l'Artibonite, mais il faut le plus large. C'est ainsi que nous avons non seulement des gens en Haïti qui sont avec nous, nous avons des gens qui sont aux États-Unis, nous avons des gens qui sont dans l'autre pays, presque toutes nos structures mondiales, parce que tout le côté qui est haïtien, et même qui n'est pas haïtien, qui ont une sensibilité pour Haïti, tout le monde vient commencer à rentrer, vient discuter, rentrer avec nous, et pour nous, si nous cas propulser et structurer ça un petit peu plus loin de l'eau. Et non seulement, c'est une structure qui compte, mais un paquet l'autre entité en Bali, qui ont même qui ont occupé de l'agriculture, qui ont occupé de l'éducation, qui ont occupé de questions de finances, et une bagaille nous besoin nous même dire petit gens Cabralé, c'est garder pour nous toute petite nous et même monde qui a relation avec nous même depuis ces monde qui est haïtien pour regarder comment nous constituons en force côté pour nous transmettre toute bagaille ça de génération en génération. C'est pour ça que nous avons cette rencontre, deuxième rencontre intergénérationnelle aujourd'hui. Et nous gagnons tout, il faut nous remercier le professeur Latortu, qui, dans la première rencontre, là, qui Wolf joué avec nous la jeudi là, dans Montréal, il était fait avec nous Porto Rico. Côté, il était accompagné nous de A jusqu'à Z de Mosée. Et il faut faire même bien avec nous tout. Et pour jusqu'à, il faut nous remercier M. Godefroy, qui lui-même, qui est organisé tout aspect logistique, etc., avec l'équipe Panon qui l'a jeudi. France, moi, par contre, qui ça vous dire? C'est vrai, nous dépendons de non, c'est vrai, pour ses amis Bernard Etea, moi, Bernard Etea parle encore, de regretter mémoire, mais Bernard tellement de parler de nous, de finir avant même de venir ici. Mais c'est ton plaisir pour moi, mon fils, qui avec toute caméra, il t'a pris une série d'informations sur le syndicat. Vraiment, c'est. Et je regrette que tout public haïtien, pas qu'à venir dans le syndicat pour voir qui travaille, qui est là. En tout cas, moi, je dis merci. Moi, je dis merci à toute l'équipe là qui a participé pour nous lancer le premier jour. Et nous avons 4 jours serrés de travail, 4 jours après ça.
nous gagnons demain, le professeur Paul Cap avec nous, nous gagnons en visite de terrain et que nous gagnons pour nous faire jeudi, et nous gagnons le vendredi, nous gagnons une mini-foire que nous avons fait avec Haïtiens et avec quelques Africains tout. Et puis, le jour, la journée du samedi, c'est la journée de la nouvelle génération. Nous avons bien pour nous présenter plus ou moins vision. En plus de ça, ICC, nous avons pour nous les visions 2054. Nous avons bien pour nous présenter ça. Et on a une présentation détaillée de ça, ICC, et tout le monde a et tout le bagage ça. Et vraiment, nous t'arrêtons. Mais après, nous faisons deuxième rencontre ça. Au troisième rencontre, nous pouvons choisir qui va faire. Et pour nous joindre beaucoup plus d'Haïtiens qui participent avec nous. Et pour nous capables vraiment faire changement que nous avons besoin dans le pays d'Haïti et pas seulement dans le pays d'Haïti, avec impact sur n'importe côté de la vie. Merci beaucoup et merci France encore. Merci. Merci M. Godefroy. Rénal. Nous allons passer dans l'élément important, c'est deux bagailles. Nous venons chercher dans le cadre comme ça, c'est considérer beaucoup plus de Canada que Haïtiens qui dans le Canada, qui impactent aussi donc, nous devons faire ça à Porto Rico, nous allons comprendre la réalité Porto Rico, la réalité dominicane. Je ne veux dire nous venir au Canada, puisque nous connaissons pile haïtiens qui ici longtemps. Et professeur France a parlé de l'impact haïtien de 100 ans, près de 100 ans, dans les États-Unis, dans le Canada. Je passe la parole à professeur France. Merci beaucoup, Rénal. Merci beaucoup, M. Noël. Merci beaucoup encore à notre ami qui est Porto Rico, Paul Latortue, qui partage avec nous aujourd'hui. Et je pensais, aujourd'hui, c'est le début, ça m'a révélé en première rencontre. C'est le début en collaboration. Et pour dire important, c'était toujours un peu approche, nous, dans le syndicat, de développer des partenariats avec la communauté haïtienne. C'est ainsi que, par exemple, nous gagnons un bureau à Paris, nous gagnons un bureau en Floride, côté nous développer des partenariats de travail avec les différentes diasporas haïtiennes. Nous travaillons tout avec la communauté haïtienne Saint-Domingue, avec, dans des cas, c'est avec Edwin Paraison, nous développons des relations avec Cuba, avec Hilario, qui s'est représenté deuxième génération haïtienne, cubain. Nous développons des relations avec des communautés en Amérique latine. Nous avons un professeur haïtien qui est en Colombie qui travaille sur ça. Nous avons des travaux nous avons présentés l'année dernière avec Margarita Vargas, qui est une professeure mexicaine qui a fait un livre collectif sur le cas des réfugiés haïtiens à Tijuana et à Tapachula, la frontière guatémaltèque. Donc, pour nous-mêmes, c'est continuité au travail qui sont travail collectif. C'est un travail individuel, un travail collectif lié, son vision nous gagnons que le travail en commun de la communauté haïtienne. Ici, on développe des partenariats avec des centres haïtiens dans le centre arrivé, dans la maison d'Haïti depuis plus de 40 ans. Et donc, pour certaines visions, qui permettent nous une compréhension plus fine d'Acadie des réalités communautaires haïtiennes dans le Canada. C'est ça un peu le thème, je vous dis. Là, on parle de communauté haïtienne au Canada. Premier, grâce nous joignent, c'est grâce en 1909 de Benito Sylvain. Benito Sylvain, qui était ses frères, Georges Sylvain, c'est ce pôle de paix. Et Benito Sylvain était un journal à Paris, que les fraternités, c'est un premier panafricaniste d'Acadie. Et les journaux québécois ont parlé en pile de lui. Avant, il y a un Haïtien, M. Daniel Gué, qui malheureusement qui mourit, qui est un sociologue haïtien de l'Université Laval, qui a fait un livre sur les Noirs au Québec, enfin, de 1600 à 1900. Et effectivement, il a signalé le passage au Québec de personnes qui étaient sur Saint-Domingue ou qui passaient. Mais c'était des cas éphémères. Nous avons dit, nous gagnons grâce
de photographie, par exemple, de visite Dantes Bellegarde, de première présence d'étudiants haïtiens au Québec. Nous avons des photos en bas où Philippe Cantave et Dantes Bellegarde. Dantes Bellegarde qui établit des liens avec Québec, où on tout des traces dans des publications au Québec d'auteurs haïtiens. Parce que jusque dans les années 50, il y a un éditeur québécois qui a publié quelques ouvrages d'auteurs haïtiens, dont Placide David, dont René Despestre, mais c'était des initiatives isolées. Le rapport au Québec au faut lié à deux moments particuliers. Les années 40 et surtout dès 41, c'est l'implantation de l'Église québécoise, ou des congrégations religieuses québécoises en Haïti. Certaines d'entre elles étaient déjà présentes dans les années 1939. Avec la guerre en Europe, donc la Seconde Guerre mondiale, qui commençait dès 1939, même si en Haïti même, c'est après Pierre-Larabout, après 1941, que Ougal gagnait cette déclaration d'Haïti de guerre à l'Allemagne, suivant la déclaration américaine. Donc, Ougal gagnait des éléments qui, la plupart du temps, étaient issus des élites traditionnelles haïtiennes qui viennent et puis d'étudier ici, puisqu'il n'y a pas de cas en Europe. Et beaucoup d'entre elles qui étaient francophiles ou d'Acadie, qui parlent à aux États-Unis, c'est au Québec que les viennent étudier. Et ça, c'est un phénomène qui va durer jusque d'Acadie au début du Val. Donc, au Calvoine, il y a des gens qui viennent par exemple, je prends un cas, le professeur Marc d'Orsainville, le professeur Mick après, que papa Padvlé, qui était consul général d'Haïti à New York, et puis qui voyait Petit Clip en fonction ici, parce que Padvlé américanisé, pour ainsi dire. Bon, pour gagner 2-3 qui étaient venus comme étudiants ici, c'était pas encore des cégeps, c'était des écoles classiques. Et ça commence avec les premiers liens. Les premiers liens, c'était dans les années 30, les inaugurés un organisme sur les amitiés Canada-Haïti, enfin Canada-Français, parce qu'à l'époque, la notion de Québécois n'a pas existé, c'était plutôt la notion de Canadien-Français. Donc, les liens étaient limités jusqu'en 58. C'est-à-dire, ou bien présence ici au Québec de quelques étudiants haïtiens, soit des gens de Coupé Adrien qui avaient étudié ici, puisque à l'époque, il y avait un chapitre des spiritains au Canada français. Il y avait dans le séminaire ici, tout des gens de Paul des gens qui étaient étudiés au Ottawa chez les Oblats. Donc, ou pas gagné, ça comme ça, on masse critique. C'est présence de quelques étudiants. À partir des années de 57 et surtout des années 58, avec les premiers éléments de répression politique majeure, pour gagner une immigration haïtienne ici. Avant, seul groupe de Virginie, c'était les années 40, 46, en 46, où, à la chute de l'Espo, la famille Lescaut, quelques familles proches d'Élie Lescaut, comme les Rousiers sont venus ici. Mais comme je dis, c'était des exils très provisoires, puisque la plupart retournent en Haïti, bien que certains l'ont entendu au été. Donc, à partir de 58, on vient une immigration. Parce qu'il y a deux phénomènes qu'on voit. Un phénomène, comme dans toute immigration, il y a une transformation du Québec. Le Québec, à la fin des années 50, commence un processus de modernisation politique à travers ce que l'historiographie québécoise relève la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, c'était quoi? C'est que le Québec, du point de vue institutionnel, avait des retards par rapport, que ce soit au niveau universitaire, que ce soit au niveau social, parce que le Québec a gagné ce qu'on partit de l'historiographie québécoise relève d'Acadie, la période noire. C'était l'époque de Duplessis. On ne peut pas parler de dictature à proprement parler, mais en Amérique latine, il y a développé un concept de dictat blanda, c'est-à-dire, en fait, son dictature légère, qui prend des formes institutionnelles démocratiques
Par exemple, Duplessis te développe une loi, la loi du cadenas, où tu es condamné à la fois tout ce qu'il qualifiait de communiste, donc dès que tu es local, il qualifiait, il met ton cadenas, il fait même. Sinon, même gens avec sous tes témoins de Jéhovah. Bon, donc, changement, ça commence à opérer, il va transformer le Québec. D'abord, il faut comprendre que jusque dans les années 60, pas de ministère de l'Éducation au Québec. L'éducation relevait de l'Église catholique ou des commissions protestantes. Donc, c'était des commissions catholiques ou des commissions protestantes. Or, à partir du moment où on va créer un ministère de l'Éducation, on va créer base développement Québec. Et ça, pour schématiser, il y a 3 moments clés pour nous comprendre. Il y a une création d'un ministère de l'Éducation, création d'un ministère de la Santé, qui était essentiellement dans l'Église catholique ou privée. Donc, il y a une volonté d'État de créer un système national de santé. Pour gagner, 3e point, c'est l'intervention de la fermeture. C'est ce qu'on a appelé, avec René Lévesque, je dirais, la nationalisation de l'électricité. Jusqu'à présent, c'est une multiplicité de petites compagnies électriques qui étaient dans tout le pays. Une volonté au Québec de créer avec Hydro-Québec, qui prend en charge par l'État du processus d'électrification. Il y a un processus aussi de création d'un certain nombre, par exemple, des fonds d'investissement qui vont créer, qui vont permettre de mobiliser l'épargne québécoise pour orienter vers le développement industriel, le soutien à l'agriculture, création des caisses d'assurance. Donc, Québec va entrer dans une époque de modernisation économique. On l'a appelé la révolution tranquille parce qu'effectivement, son processus qui fait sans violence politique. Parce que son processus qui pourrait arriver, par exemple, la caisse de dépôt pourrait permettre que vous déplacer, le capital anglophone vers le capital francophone. Des mondes qui n'étaient pas bien du tout. Une pensée, par exemple, un des groupes les plus puissants ici, qui a dirigé Québécois, pas quoi, il a commencé avec 20 000 $, il a prêté des millions de dollars, il a créé, par exemple, le Cirque du Soleil, son idée géniale, qui va prêter, c'est caisse de dépôt qui va financer tout le groupe ça, qui va permettre l'émergence d'Acadie, un développement économique au Québec, passage, ça Québécois, à l'époque, mettre chez nous. C'est-à-dire, je dis, c'est blanc anglais avec américain qui a contrôlé l'économie québécoise, là, il faut nous déplacer, et nous avons un instrument pour nous déplacer. Ces créations d'instruments étatiques, ça va permettre la vie avec son pays riche en minerais, qui a une série d'avantages. Bon, bref, pour une histoire courte, ces développements, société civile québécoise, organisations populaires, syndicats, donc, c'est tout un moment qui commençait avec l'arrivée des libéraux provinciaux au pouvoir, qui pourraient permettre, par exemple, même mettre création du ministère de la Culture. Pour anecdote, quand il a créé le ministère de la Culture, à l'époque, le nouveau ministre de la Culture, qui est un ancien chef parti libéral là, et elle créé une maison de la culture et un musée des beaux-arts, elle dit, un des plus grands peintres, sinon le plus grand peintre québécois, monsieur dit, il demandé à l'époque acheter une œuvre que peintre a décidé pour musée à 4 000 $. Nous sommes dans les années 60. Le Conseil du Trésor qui prend décision, ça, il était dit, ministre là, ça, madame, qui a fait long week-end, baron Bouzane va mettre 4 000 $. Aujourd'hui, à son œuvre qui vaut des millions. Donc, c'est manque de vision et vision que j'ai gagné pour créer, pour rendre accessible la culture à l'ensemble des Québécois, créer une série de maisons de la culture, soit dans tout le pays, ou après l'existence de maisons de la culture qui offrent gratuitement des services culturels à l'ensemble de la société. Donc, c'est mécanisme de révolution. Or, les Haïtiens arrivent à ce moment-là, parce que la nationalisation des écoles, la création de commissions scolaires, qui désormais sont francophones ou anglophones, créent des possibilités d'emploi, puisqu'ils ont retiré ces services-là dans l'Église catholique, qui était, disons, qu'on ne va pas parler ou des écoles protestantes, divines en bagaille dans l'État. Il y a une ouverture au niveau des soins de santé, parce que soit regardez bien, par exemple, regardez structures hospitalières au Québec, vous voyez des traces anciennes. Par exemple, un hôpital italien, parce que
c'était groupe ethnique qui était à migré, tant pour l'hôpital juif, pour l'hôpital Santa Cabrini, ou pour l'hôpital chinois, pour prendre les trois groupes les plus anciens. Les autres, ils ont une migration vient après. Donc, il n'y a pas créé pour faire. Mais il y a ouvert des possibilités, côté où on gagner, on demande de professionnels haïtiens, dans cas pas nous, dans l'éducation, dans la santé, essentiellement, mais aussi dans le cas du domaine du génie, mais aussi dans le cadre des infirmières, pour le cadre du domaine de la santé. Donc, on appelle à en migration. Pas de besoin de visa pour venir ici, la demande de visa se faisait sur place. Autre groupe, c'est un groupe d'étudiants, c'est-à-dire en général, les gens qui étaient immigrés, ils ont un petit frère, ils ont un cousin, ils ont fait venir qui a étudié au Québec. Donc, on va gagner tout groupe ça, qui plus tard va bénéficier. Et c'est des groupes qui, beaucoup d'entre eux, fuyaient la dictature, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons économiques. Et ici, là, il recevoir tout groupe haïtien, parmi lesquels cette grande migration qui commence en 61 qui est au Congo. Parce que, pas oublier, au Congo, ça s'est passé, c'est que les Belges, pendant toute époque colonisation, n'ont pas jamais formé des cadres professionnels. Et donc, le Congo, qui sont un pays extrêmement riche, et d'ailleurs, c'est une raison crise là, jusqu'à présent au Congo, s'est effondré. S'est effondré, c'est-à-dire les chutes du revenu, parce que toutes quatre Belges ont parti. Et c'est 6 000 Haïtiens qui viennent remplacer eux, qui permettent soudure là. Entre le moment où ils vont former, ça y est. Il faut nous rappeler, nous, il y a un lien historique entre le Congo et Haïti, parce que la moitié de la population haïtienne, contrairement à ce que les gens pensent que tous les Haïtiens viennent du Bénin, non, la moitié des gens, et surtout les derniers qui sont arrivés au XVIIIe siècle, moitié du XVIIIe siècle, viennent du bassin du Congo. Donc, nous avons un lien historique avec eux, un lien qui est maintenu, c'est des liens qui sont importants pour réaffirmer le dire encore. Alors, où il y a des Haïtiens qui viennent, effectivement, c'est l'immigration haïtienne pas créé des structures communautaires à cette époque. Parce que les structures créées jusqu'en 1972, donc à la chute, c'est essentiellement des associations. Associations de médecins, associations, je dirais, de football, parce que tous étaient intégrés au niveau du marché du travail. Parce que c'était une demande de gens qui arrivaient et qui étaient une autre ouverture. Le problème, c'est qu'avec la crise qui va arriver dans les années 71, 73, crise économique, on va gagner une deuxième vague de migrants haïtiens qui arrivent après la mort de François Duvalier, c'est-à-dire après 71. Et c'est pourquoi, si on regarde les 3 premiers centres haïtiens importants qui s'organisent comme des centres qui vont répondre à des besoins de population qui s'apprivait à petits notables de province, monde qui sont en province, réunification de famille, et il y a même des gens arrivaient, par exemple, où il y a des problèmes d'une population qui était plus créolophone que francophone. Et les petits gens arrivés, les envoyés à l'école, commission scolaire, ils disent, mais je ne comprends pas comprendre si mon a dit, puisque, vu l'âge, comment le fait par un niveau pour l'entrée. On a gagné déjà la crise de l'école haïtienne en Haïti, qui font que les enfants qui arrivaient avaient des déficits au niveau de connaissances académiques. Donc, il y a un bon problème pour le recyclage. Et donc, il fallait convaincre l'autorité qu'en fait, les Haïtiens nous étaient plus créolophones que francophones et qu'il fallait faire le passage, même gens, son petit Colombien qui viennent ici, eh bien, sous table qualifié, nous table dit parce que le pas de connaissance et petit Québécois sans tenir en compte de processus migratoire. Donc, c'est là qu'on a une création Maison d'Haïti, où on a une création Centre d'Arrivée, où on a une création bureau de la communauté à l'époque, qui était le bureau de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal. Alors, dans les deux cas, le bureau, la Maison d'Haïti, sont alliances qui fait entre des gens qui étaient venus exilés, je parle des Marchancy qui étaient venus, qui sont sortis dans ce qu'on pourrait qualifier de la gauche haïtienne de l'époque, qui étaient exilés ici. De l'autre côté, où était un groupe d'étudiants. Je pense, ces groupes d'étudiants représentés à l'époque par Charlie Tardieu, qui était dans le cadre, qui t'a étudié. Et troisième groupe là, c'était des travailleurs sociaux haïtiens, comme Yolène Jumel. Donc, on vient gagner cette fusion qui a permis de monter la Maison d'Haïti en 72.
Dans la même année 72 là, au nous centre au bureau de la communauté chrétienne, là, mais qui m'ont formé des prêtres catholiques qui étaient soit en rupture avec l'Église catholique, qui ont été expulsés d'Haïti après expulsion père séminaire en 69, une expulsion série de prêtres. Certains d'entre eux, comme Paul Desjans, ont étudié ici au Québec. Donc, ils ont un réseau que vous connaissez d'anciens prêtres ou de prêtres, parce que le Québec, c'est un moment clé. Et le former bureau communautaire haïtienne. Parce que pour le répondre, je dirais, à problème essentiel là, son communauté qui à l'époque était en situation légale, en situation d'illégalité. Il n'y a pas de résidence. Et donc, ça qui est important pour organiser ça, c'était à la fois de résoudre le problème de légalisation présence haïtienne, parce que la grande majorité haïtienne, pas de résidence. Et là, pas de résidence, premier travail, la groupe là, c'est joindre un papier qui permet de légaliser la situation. Donc, avant même de commencer à manifester, d'ailleurs, ouais, un rapport qui fait entre revendication économique et revendication légale. Donc, bureau communautaire chrétien va jouer sur ça. Deuxième aspect que tous les deux groupes vont jouer, c'était, bien que la maison d'Haïti a été laïque, c'est un bail laïque beaucoup plus que le bureau communautaire haïtien. Le bureau communautaire chrétien va jouer, répondre aux besoins spirituels des gens, lui-même, c'est-à-dire, effectivement, lié avec l'Église catholique ou le monde qui était catholique. Troisième point, c'était répondre à des besoins culturels. Et puis encadrer les jeunes. Par exemple, il va développer des programmes. Le premier programme Maison d'Haïti qui a commencé à développer, le petit pieds monté, c'est un programme pour les enfants, parce que pour moyenne, les Haïtiens étaient dans la trentaine, donc, on gagnait un paquet de jeunes monde qui a fait, et il fallait créer des lieux pour permettre aux haïtiens, si nous l'avons dit. Parce que l'habitat étant dispersé, Haïtiens, au premier groupe, ça n'a pas concentré au long zone, puisqu'ils sont allés suivant le lieu de travail. Donc, on peut qu'il y ait une concentration de population dans certains lieux. Mais à partir de 71-73, vous commencez à y avoir des concentrations de population, côté le logement était plus abordable, c'est-à-dire dans l'est de Montréal. Et troisième point, il fallait répondre à d'autres types de préoccupations, notamment au problème d'alphabétisation, parce que la réunification de familles, qui ça le débat comme conséquence avec une population d'origine plus populaire, il débat que les mères, les grands-pères, mon cap étaient chloroformes. Donc, il faut franciser pour leur permettre que ce soit même changer nous participer au groupe dans le centre d'arrivée et le programme Elifet. Elifet pour quelle raison? Parce que mon qui t'a suivi le programme ça, à un moment donné, ils deviennent autonomes parce qu'ils ont signé un chèque. Parce que au saute dans société, côté système bancaire a été absolument réduit. Et donc, mon pas dire, ouais, sauf son très petite minorité qui a accès. Quoi, tu as Banque nationale, Banque populaire haïtienne et puis Banque royale. Donc, pas de accès au système bancaire. Donc, les gens ont commencé à apprendre que faut c'est pas chèque pour payer le loyer. Donc, il y a tout un changement qui vient. Les OPIO, c'est pas chèque OPIO, il faut déposer chèque là à la banque. À l'époque, les femmes haïtiennes, quand pour les femmes italiennes, nous travaillent dans la manufacture. Et donc, il y a tout changement ça qui t'a opéré et qu'il fallait des centres qui servent d'intermédiaire pour faciliter l'intégration du groupe. D'ailleurs, si nous intéressons, on livre que mon chercheur colombien qui travaille avec nous, Reina Vega, a publié sur le centre d'arrivée, comme facteur, que ces centres communautaires ont joué un rôle comme facteur d'intégration économique, sociale dans la société. Donc, mais à l'origine, groupe communautaire, ça. Après, il y a des développements avec augmentation migration, population haïtienne, on va passer de 4 000 à 400, à près de 200 000 dans la région du Québec, essentiellement concentrée à Montréal, enfin dans ce qu'on peut appeler le Grand Montréal. Donc, pour gagner un développement central. Parallèlement, si on prend filiation propre syndicat, un groupe qui était relié à la chute de François Duvalier, pensait que les gens sont sortis d'une forme de les groupes opposants,
sorti dans une sorte de clandestinité et pour créer une revue relais nouvelle optique. Et non, ça n'est pas innocent parce qu'il est en rupture avec une revue qui existe en Haïti avant qui était relais optique. Et Nouvelle Optique est publiée à la fois des auteurs qui étaient la création Maison d'Haïti, à la fois des auteurs qui étaient dans le bureau communautaire haïtien. Mais son groupe qui parle de mon lieu physique lui-même. Et Nouvelle Optique va le transformer. On côté où va la Maison d'Haïti, on côté où va la ville avec Eva Jadot, Jean-Richard Laforêt, la ville en maison d'édition pour permettre que auteurs haïtiens commencent à publier ici. Parce qu'avant, auteurs haïtiens, ils étaient passés par des maisons d'édition québécoises. Notamment, il y a un Libanais qui était chez vous, Naaman, qui était publié livre haïtien, il y a un Lébéa qui était publié livre haïtien. Avec Nouvelle Optique, il y a une première tentative, non seulement dans une revue qui a 9 numéros, mais aussi là-dedans. Et puis, on va gagner, Nouvelle Optique, il y a un autre groupe là-dedans qui va développer une revue, les collectifs Paroles, qui va quand même publier jusqu'à la chute de Duvalier en 86. C'est dans le contexte ça, en 83, avec des négociations que nous avons menées moi-même, tu as gagné Will Léonel Jacques, puisque tu as fait faire un centre de recherche Caraïbes de l'Université de Montréal, où tu as fait même à l'époque, tu as mené des négociations pour nous un centre de documentation, un centre de recherche, un centre d'information sur Haïti. Et nous pas de faire simplement dans le cadre universitaire, nous voulons que ce centre soit une interface liée entre universités, donc c'est-à-dire le savoir produit dans les universités, la diffusion du savoir à travers les liens avec les organismes communautaires. Évidemment, nous connaissons que c'est jamais facile, donc ça a pris plus d'une année, centre-là a été créé en 1983. C'est là, par exemple, les lieux de débat de tout le groupe SAIO, et on sent en 86, les lignes aussi en maison d'édition, les Nouvelles Optiques fait faillite. Donc, il y a en transition. Ce qui fait que ces groupes ont maintenu en soi, et ça me pense que c'est son caractéristique. Moi-même, qui traversais toute communauté haïtienne, presque unique de communauté haïtienne, de liens organiques tissés entre principaux organismes haïtiens. C'est-à-dire, depuis 1900, enfin, depuis moi-même m'impliquer dans l'activité SAIO, vous connaissez que mon lien qui fait entre tout organisme haïtien. Évidemment, il y a une rivalité, évidemment, mais il y a un travail qui fait en commun. Maison, par exemple, pendant très longtemps, Maison d'Haïti, c'est lui qui a gagné des programmes dans la radio Centre-Ville, et Bureau communauté chrétienne, qui a gagné des programmes dans CIBL. Donc, toujours il y a un lien entre activités SAIO. Qui fait que ce caractéristique-là, c'est que il y a une continuité qui fait. La plupart des organismes haïtiens, qui Maison d'Haïti ou Centre d'Arrivée, il a fêté 50e, il y a 3-4 directeurs, 3-4 personnes qui passaient là-dedans. Donc, une continuité dans ce sens-là. Maintenant, effectivement, lié à une époque, pour nous comprendre, la communauté haïtienne, les gens qui ont fondé ces centres, toutes étaient liées, ce que j'appellerais à l'époque, à l'antique du Valais. Donc, un aspect orienté vers Haïti, tout en étant orienté vers la résolution des problèmes de communauté haïtienne qui t'a présenté, problèmes d'analphabétisme, problèmes d'intégration scolaire, problèmes de racisme. Chaque monde s'est spécialisé où il apprend un domaine plus précis. Sans arriver à, par exemple, tout le monde qui t'a travaillé là-dedans, je pense à Lucien Smart, m'a pensé à Bernard Fleury, m'a pensé avec professeur qui était travaillé avec nous après, c'était Franklin Midi, et bien tout orienté eux-mêmes vers problème beaucoup plus d'alphabétisation. Certains s'est orienté vers problème d'immigration. Mais tout, à l'époque, il y a tout un débat qui fait à la fois dans les radios, donc qui touchait grande masse de population haïtienne, parce que Radio Centre-Ville était émettre en créole. Alors que CRTC, c'est-à-dire Centre qui va autorisation pour radio émettre là, CIBL est fait pour radio en français. Parce que pas de café en créole, puisque pas de licence pour le faire en créole. Donc, vous gagnez toute une série de débats, des lieux de rencontres qui démontraient une qualité organique de communauté haïtienne. Les années à la chute de Duvalier, il traduit, ça me déroulait, l'article Terminus Québec. C'est-à-dire,
monde qui était mis en place l'organisation, beaucoup d'entre eux retournent en Haïti. Mais effectivement, contrairement à leurs espérances, dans certains cas, qui étaient pensés que toute communauté haïtienne va le tourner, que tout Haïtien va le tourner, et bon bout de Daniel a fait qui dit, mais pas grâce à l'avion pour tout le monde tourner. Donc, effectivement, la communauté haïtienne va l'implanter ici. Et là, pour commencer, ouais, au-delà de participation éphémère, pour commencer, ouais, participation dans la vie politique. Et donc, changement en termes de financement de l'organisme. Parce qu'auparavant, tant qu'on n'a pas voté, le système politique là est écarté. Puisque on n'a pas voté, le système qui dépend de vote électoral, si on pas voté, si on pas intervenu, si on pas intervenu dans l'institution politique, ou pas bien ressources. Parce que 80% ici au Québec, des organismes, pas seulement organismes à but non lucratif, des organismes, des entreprises économiques vivent du financement étatique. C'est-à-dire que c'est l'État qui finance l'implantation d'entreprises. Si vous prenez une entreprise américaine, d'ailleurs, ça a été un des cas, que ce soit Alcan, que ce soit Reynolds, toutes, c'est parce que l'État finance soit l'électricité à bon marché pour l'entreprise, soit financer l'implantation dans nos zones, parce que il y a une création d'emplois, il y a un impact pour le développement économique là. Donc, pour qu'elle gagne, donc, il faut commencer à participer. Donc, commencer à l'autre préoccupation. Il y a des changements qui fait. Par exemple, les années d'après du radio, on va gagner réorientation. C'est-à-dire, auparavant, si on regarde des statistiques étudiants haïtiens, ils ont allé tous vers les sciences sociales. Et pour commencer, presque tous. Quelques-uns en génie, quelques-uns très peu en médecine, parce que nous connaissons pour quelle raison que l'ordre des médecins gagne une sorte de contrôle sur l'accès aux études en médecine. Mon bras gagne beaucoup qui vont commencer à aller vers pas seulement les sciences pures, mais ils vont aller vers l'administration, vers la comptabilité, ils vont pas de monde parce que les possibilités d'emploi devenaient autres. Et effectivement, la société a commencé à changer, tout commencé à gagner effet sur le changement parce que vous commencez à gagner réflexion sur la question de l'immigration, qui a duré jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire à partir de ce moment, vous pouvez gagner, par exemple, haïtiens ou qui vivent citoyens ou qui canadiens, va commencer à manifester et des revendications autres. Par exemple, ça a commencé avec le taxi, où ce travail taxi haïtien qui va le faire que licence taxi a augmenter de valeur. Ce qui, des années plus tard, va avoir d'autres problèmes, puisque avec l'arrivée d'Uber, va avoir une dévalorisation de coûts licenciaux, il y a toute une série qui est en cours. On dit, bon, il faut indemniser parce qu'un type qui t'a acheté en licence à 150 000, 200 000 $, ben, je dis, là, ça vaut peut-être pas qu'on est, mais ça vaut moins que 100 000 $. Donc, on y est, il y a toute une pression qu'a fait pour qu'il y ait indemnisé. Nous, il a été poussé à l'acheter licencié. Donc, on gagne toute une série de changements, on gagne un développement de petites entreprises haïtiennes pour desservir. Au départ, c'est des petites entreprises formées par des migrants pour desservir la communauté haïtienne. Ils ont implanté essentiellement dans des dépanneurs, dans la restauration et dans le divertissement, c'est-à-dire l'organisation de bals. Mais, je dis, l'autre jour, m'a observé l'embargo illégal à la dynastie, c'est-à-dire que un paquet de petites entreprises dans les nouvelles technologies haïtiennes, il y a plus de 150 des gens qui installés ici, que ce sont nos enfants, nos petits-enfants, en termes générationnels, qui ont développé l'autre mécanisme. Il a développé l'autre mécanisme. On a regardé, par exemple, l'autre fait un gala la dynastie qui a honoré réussite en grande partie haïtienne, mais disons le définir comme marque. Eh bien, grande majorité, dans le pays, parce que les gens qui ont l'autre domaine, ils ont un domaine d'administration, ils ont un cabinet d'avocats, ou pas qu'on est, c'est-à-dire pas qu'on est dans le sens que ce n'est pas des affaires qui sont publiques. C'est comme auparavant, sauf les Samuel Pierre était en publication sur ces Québécois venus d'Haïti. Moi-même, à ce temps de noté un article sur la culture, mais par exemple, ou par contre, quantité d'ingénieurs haïtiens qui travaillent là, puisque ça, ou médecins, c'est-à-dire que, exceptionnellement, quand tu as des très très grands médecins qui font des premières, ils n'ont pas public. Ils n'ont pas public. Donc, c'est qu'on a commencé, ouais, par exemple, et il y a des gens qui ont géré des entreprises pour que, il y a l'année dernière, la ville de Montréal honorée, nous sommes dans le Vieux Montréal,
c'est la première fois qu'ils ont honoré un monde qui dans les années 50, d'ailleurs c'est mon Gonaïvli, c'est peut-être ça Mourani, Joel Bonhomme, qui est ingénieur, qui architecte, qui quittait Haïti. Parce que tu as arrêté dictateur à l'Ondo de VA, il est parti sous François Duvalier, et que tout aménagement de Montréal, là, les premiers travaux de logements sociaux sont haïtiens créés. Mais ils ont fait silence sur ça. C'est ça, l'historien haïtien Wolf Tour le silencing the past. Parce que personne ne va nommer ça. Parce que, et je viens de connaître que, par exemple, les premiers 12 000 logements sociaux faits au Québec, le premier programme, c'est M. Fred, c'est lui qui développé le département d'urbanisme. Allez, ça, je reconnais plus. Mais pourquoi ça reconnaître plus? Parce que mon changement politique qui est fait dans mes regards. C'est la première fois qu'il y a 5 Haïtiens qui sont élus parmi les membres et qui étaient membres du comité exécutif. Il y a 3 là-dedans qui étaient membres du comité exécutif. Là. Donc, ils ont poussé à reconnaître l'apport, pas seulement des Haïtiens, bon, sur les 4 Noirs, il y a 3 Haïtiens. Premiers qui ont ouvert la porte à l'introduction des Noirs dans la police de Montréal, qui ont ouvert la porte, Viviane Duchesne, qui monte d'ailleurs au conseil d'administration, à la diversité dans l'administration publique, et Georges Bonhomme, qui effectivement a amorcé les changements. Bon, les de la commune, dans les années 50, c'est un parking unité. C'est M. qui préservait des promoteurs la sauvegarde du patrimoine culturel de Montréal. Parce que pratiquement, il manquait des trucs. Toute l'ancienne ville là, il y a fait des grands édifices avec, les temples tout à côté. Donc, bon changement qui fait, et changement ça lié au fait que désormais, les Haïtiens deviennent partie prenante du Québec. Et c'est les Sauvegardes et tout, avec leur participation dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie sociale et dans la vie culturelle. Parce qu'auparavant, la visibilité des Haïtiens était liée à 2 domaines. Jusque dans les années 80, le domaine culturel, parce que la plupart des écrivains haïtiens, pas les mettons échelle là-dedans, mais la plupart des grands écrivains haïtiens publiaient au Québec, dans les maisons d'édition québécoises, que ce soit tout le groupe Haïti littéraire, Anthony Phelps, Roland Morisseau, Émile Olivier, tous ont publié au Québec, ont eu des prix littéraires, et la nouvelle génération après eux, parce qu'Anthony Phelps c'est 96 ans, la nouvelle génération, c'est la seconde génération, c'est la Ferrière Buchanan, qui est dans sa soixantaine, et vous y a une 3e génération de gens avec Stanley Payan, qui fêtent en Haïti, mais qui est élevé au Québec, au Cabran. Ils ont tous toujours été publiés au Québec, même si certains d'entre eux, comme Marie-Célie Agnan, comme Jean-Gigi Dominique ou comme Stanley, c'est ici qu'ils ont commencé à publier au syndicat, mais tout de suite après, ils ont publié dans les grandes maisons d'édition québécoises, et au Calvin réussite pour Rodé Saint-Éloi, qui créait une petite grande maison reconnue, installée ici. Donc, oui, petite maison en termes de ressources économiques, mais une grande maison faisant partie de l'environnement littéraire du Québec. Même gens qui ont des réussites au niveau du sport, c'est-à-dire des gens comme Bruni Surin, comme Jennifer Abel, comme Stevenson, comme Jean-Pascal, champion du monde, et arrivaient par leur talent à être reconnus. Maintenant, ça me dit, ils étaient reconnus, ils étaient publics. Effectivement, tu ne connaissais pas. C'est après, on commençait, ouais, tu es un haïtien qui était directeur d'école. Je pense à. Il y a des Gonaïves aussi. Hein, le frère de Paul Gentil, là, c'est. Bon, qui lui-même, Vladimir Gentil, qui était directeur d'école, qui a permis un paquet de jeunes haïtiens passer au travers du système scolaire québécois, qui encadré, qui est ton mentor. C'est aussi un des types qui a été à l'origine de la construction de la maison d'Haïti. Donc, ou gagner des gens qui ont, d'une certaine façon, contribué à l'édification, pour reprendre le titre de Samuel Pierre, ces Québécois venus d'Haïti qui ont permis l'édification d'un Québec moderne. Ils étaient partout. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas visibles, si pas de mon travail, ou même pour rendre visible. Parce que ça, Wolf Tour, comme historien dit, et ça, pour rester au niveau haïtien, c'est ça le silencing de past. C'est-à-dire, si ce n'est pas où parler de tête, ou pas exister.
ou pas exister, parce que exceptionnellement, l'autre peut parler de toi, mais là, il n'a pas de bureau, il présentait dans une exception. Yeah. Mais il pas web, ça me donne des projets où, dans le cas de la communauté haïtienne, l'idée est visible parce que l'exil haïtien et l'immigration économique ont fait que une des particularités de cette immigration, au Québec du moins, d'abord c'est sa concentration dans une région limitée, qui est la grande région de Montréal. Deux, le fait que cette communauté est arrivée avec des cadres intellectuels, c'est-à-dire écrivains, journalistes, qui étaient déjà long passé, donc qui étaient qu'à écrire pour porter, qui étaient qu'à lui-même développer. C'est comme ça, Paul, des gens qui écrit d'Haïti au Québec, qui écrit, tu avais des gens comme Georges Anglade qui ont participé à la fondation, comme Carrie Hector qui ont participé à la fondation de l'Université du Québec, ou bien des gens qui étaient professeurs émérites dans différentes universités. Donc, nous, avec les réseaux qui ont été tissés, permettent que nous gagnions aujourd'hui une série de textes qui ont été créés des revues. Par exemple, une revue de professeurs haïtiens, Le Lien, qui était une revue, plusieurs numéros, une revue Edgar Gousse, c'était une revue Les Idées, Jean Jonassin, de Port-de-Paix, et font revue qui est devenue une revue importante, qui était Les Dérives. Gousse a fait la revue des Trois Amériques. Donc, vous gagnez des gens qui étaient capables de réfléchir sur eux-mêmes pour toutes sortes de raisons. Et surtout pour les raisons d'exil. Ce qui est très différent d'autres migrations. Si vous dites à ma travail pour sous, par exemple, la communauté portugaise, qui est très importante, mais elle s'est inscrite dans l'autre domaine, dans la restauration, mais vous pas attendre parler de lui, ou pas, de presque pas exister, du point de vue médiatique. Pas du point de vue réel, du point de vue médiatique. Alors que, par exemple, la communauté haïtienne, elle était présente dans les grands enjeux du Québec. Et position haïtienne sur le plan politique était plutôt répartie. Pour pas gagner une vision pour Haïtien au talent de mouvement politique, il y a des souverainistes comme Viviane Barbeau qui était l'indépendance du Québec, ou bien des gens qui étaient libéraux. Plus tard, ce sera Dominique Anglade, qui deviendra vice-premier ministre du Québec, ou bien des gens comme France Benjamin Desgonaïves, d'ailleurs, qui lui-même est député de l'opposition au niveau culturel, donc qui était conseiller de la ville de Montréal auparavant. Donc, on gagne une présence haïtienne au niveau politique, qui a commencé très tôt. Parce que nous sommes les mouvements en 73, nous ouvert télévision, nous tentons voir, nous disons, mais son accent haïtien, c'est les mal gardés dans la télévision, moi que c'était un haïtien qui était maire de l'année. Vous avez un docteur Saint-Firmin Monestime, qui était le premier maire haïtien au Canada. Je vous dis, il y a des maires qui étaient, comme Ulrich Chérubin, qui était maire d'Amos, on vit dans la BTB, et qui était peut-être, j'ai vu ses éloges faits après sa mort, qui était peut-être l'homme le plus respecté comme maire au Québec. Maire pratiquement tout le temps. On gagnait des montants pour. Donc, on gagnait des députés haïtiens. Auparavant, les autres gens fait députés sont montés nommés pour montrer que nous sommes noirs au Parlement. Mais plus tard, les représentants pour Franck Benjamin, je représentais la population haïtienne. L'obligé de faire campagne tout le temps pour le dire ça l'a délivré pour Haïtiens. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un figurant. Donc, je vous dis, vous gagnez 2 ministres dans le gouvernement, ils ne sont pas nécessairement élus dans les quartiers haïtiens. Donc, ils n'ont pas même obligation. Parce que les députés haïtiens, donc carrément qui est ministre de la Santé publique, simplement, c'était un médecin éminent, on est de Sotavad, il était retourné au Québec, il n'est pas de aux États-Unis. Bon, bref, je vous dis, vous gagnez une présence haïtienne dans tous les aspects. Vous voyez que le commissaire canadien pour les Jeux olympiques, puisque lundi, nous aurons les Jeux olympiques, Bruni Surin, monsieur, c'est un ancien champion, mais c'est aussi un homme d'affaires. Il est multimillionnaire, pour venir gagner un type comme Franck Saint-Elmy, qui est arrivé ici, et ça, c'est intéressant. Il est arrivé ici, créolophone, enfant, et il est devenu, après ses diplômes de maîtrise à MIT, il retourne au Québec, il développe des grands programmes, et ce qui est intéressant, il est chancelier de l'ambassade il est chancelier de l'Université de Montréal, mais il a fait des ouvertures
à sensibiliser les dirigeants de l'Université de Montréal à cette ouverture sur l'autre. Je dis, il y a eu des appels, il y a des professeurs haïtiens qui sont engagés. Yon là-dedans, elle travaille avec nous, Virginie, professeur pour l'histoire des Caraïbes, il y a l'autre temps pour une Pierre. Donc, où il y a des ouvertures. Où il y a des ouvertures. Parce que lié à la fois des types qui ont, dans le cas de Saint-Elmy, c'est ces entreprises économiques et aussi de sa femme qui l'ont propulsé à cette place. Dans le cas de Franck Benjamin, c'est de la politique qu'il s'est propulsé pour opérer des changements, par exemple, au niveau sociétal. Donc, on gagne une présence haïtienne qui est diffuse, qui est dans les arts, qui est l'OTIA, ou bien parmi les nouveaux talents jazz, ou bien Dominique Fils-Aimé, ou bien des mondes qui sont en train de prendre leur place dans la société. Mais comment faire pour que ces places-là soient bénéficient à notre pays? Tu vois, comment faire que ces figures, bien mon investi, là, Dominique Anglade et une des vedettes haïtiennes, Chassagne, Régine, eh bien, qui l'ont groupe qui a gagné un Grammy, ils ont même investi en ONG sur Haïti, mais comment faire effectivement dans une situation d'incertitude, dans une situation de crise, pour pousser ces gens à, sinon tout de suite, mais peut-être le minimum de stabilité de pays à pousser vers un changement. On l'a vu en République dominicaine. Les Lionel Fernandez Vini, c'est Ron Marichal, qui était le premier joueur dominicain qui jouait dans la Ligue de baseball, que je relais comme ministre des Sports. Et lui, ce n'est pas personne d'autre, non. Je portais, je fais que, tout il y a les écoles d'été des grandes ligues en République dominicaine, nous ouvrons des écoles de sport et que ça rapporte près de 500 millions en République dominicaine, au bas mot. Parce qu'effectivement, je prends des lois, je prends des règles, je mettais là pour changer le rapport et que tout le monde est en même chose aux États-Unis. Les monsieur Rélon, patron de Giant de San Francisco, auquel j'étais voué, eh bien, je réponds. Tu sais, c'est comme aussi, tout dit, tu vas regarder dans le football international, mon gars pour faire l'école, mon paquet de joueurs africains au Sénégal, que les gars ont ouvert des écoles, par exemple, nous sommes là, j'ai un trou de mémoire. Là, on dit, monsieur, mais pour qui soit prend toute l'argent ça, monsieur, son qui a fait 30 millions par année. Monsieur dit, pas besoin de 3 jets. Monsieur dit, moi, tout le monde est fou, les pauvres l'avaient fou. Moi-même, à quoi moi, m'investir au Sénégal? Village, côté de sortir, il n'y a pas aucun monde qui l'a misé encore, plus nous avons l'école de talent. Sadio Mané. Voilà, Sadio Mané. Voilà. Donc, pour gagner des fois que des individus vont faire, mais il faut payer un minimum, je dirais, de stabilité. Parce qu'on a vu d'autres endroits, côté ces joueurs ont investi, et puis c'est tout comme là. C'est-à-dire le gouvernement saisit, le gouvernement en Guinée équatoriale. Donc, quelque part, pour une garantie légale, tout. Donc, même, je l'ai dit que comment mobiliser ces énergies pour Haïti. Parce que, aujourd'hui, tu trouves des gens dans tous les niveaux. C'est-à-dire accès à tous les niveaux dans la société québécoise. Là. Donc, comment faire pour que cette énergie soit investie par rapport à notre pays, par rapport aux différentes régions du pays? Est-ce que, et pour me laisser finir sur ça, parce que moi, je n'ai pas avancé, je vais 10 minutes encore, c'est bien moins, et que n'aller vers une sorte de régionalisation au-delà des décisions ultra centralisées qu'on prend Port-au-Prince, comment faire que le potentiel des régions, si on commence à développer la région, parce que vous dites, que ce soit pour des raisons technologiques, que ce soit comme on dit, les dinosaures étaient d'énormes animaux avec un cerveau réduit. Comment faire que Port-au-Prince, c'est ça le réduit. Port-au-Prince, aujourd'hui, elle réduit à sa plus simple expression. C'est-à-dire que comment faire pour que, régionalisation des investissements, comment faire pour que, je dis, les régions qui viennent bien en forme autonomie parce que moins incapacité de la capitale d'imposer cet ordre traditionnel. Donc, pour moi-même, comment faire pour supporter, parce que ici, c'est développé aussi autre chose, c'est-à-dire une multiplicité d'organismes locaux qui supportent
leur localité d'origine. C'est évident, même si vous gagnez des organismes gonaïviens, que par exemple, un organisme, tant pour Algomo, eh bien, des organismes sous l'asile, sous, sous des dunes, peut-être plus efficaces en termes d'appui, peut-être limité en termes de ressources, mais au plus efficace parce qu'on a qui mouni à affaire, il y a une zone, il y a implanté. Mais comment faire que sous l'autre dynamique, ou t'as qu'à faire une expérience qui est extrêmement intéressante qui est faite en Algérie, on peut ultra centraliser tout, mais avec des ressources autres. Il est ultra centralisé parce que l'État, avec les hydrocarbures, tant que tout pays ça, qui dispose d'hydrocarbures, pas besoin, ou pas de pile participation citoyenne, parce que l'État a des milliards de dollars à redistribuer comme, avec les hydrocarbures. Mais par exemple, un développement qui s'est fait à partir de la France, dans la petite et la grande Kabylie, avec des investissements, des Kabyles qui ont une identité très forte au niveau de petites et moyennes entreprises. Parce qu'au lieu de quoi, ils ont investi dans petites et moyennes entreprises dans leur région. Et ça, c'est fait malgré la centralité et les oppositions des fois du gouvernement central d'Alger. Donc, un paquet d'expériences nous a intéressé pour nous, qui permettent un type de développement régional et peut-être qui est plus efficace. Je connais que dans des rapports que le ministère de l'Immigration du Québec, évidemment avec un budget très limité comparativement au Canada, privilégié aujourd'hui par la pression, par le débat qu'a fait avec des représentants de la communauté haïtienne, une orientation régionale de l'investissement. Parce qu'effectivement, il est plus efficace que si Port-au-Prince, pendant très longtemps, sera un gouffre. Ne ce soit pour l'investissement ou pour le. Mais bon, mais on peut résoudre certains problèmes là-dedans. Donc, je pense que Gonaïve, et m'a fini sur ça, lui-même, il gagne. Enfin, pour la région de la Tibonite, ce n'est pas par hasard que la région de la Tibonite et Port-au-Prince connaissent un problème d'insécurité tout, et notamment lié à la production du riz. Parce qu'effectivement, son production pour le marché, donc c'est pas une production et simplement d'auto et sustainable, pas autosuffisance, ils ont production pour le marché, et c'est là qu'on vient des groupes armés, tant que ça vient, tant qu'on Grand Griffe qui viennent là pour venir dire, bam, bam, là-dedans. Donc, ils viennent taxer la société. Là, c'est là que aussi la question de l'État central en termes de rôle de maintien sécuritaire. Parce que ça, aucun groupe régional va faire pour compte. C'est-à-dire qu'il faut au moins l'État central qui imposait au moins un ordre sécuritaire pour assurer la libre circulation. Parce que justement, les taxés, les grands groupes viennent taxer, pas de capacité de réponse puisqu'on n'a pas de présence dans force. Que ce soit, pas même une force régionale, remarque que tu aurais pu régionaliser la police. Le problème constitutionnel, c'est que jusqu'à présent, on limite à cette régionalisation de force qui aurait pu être organisée comme au 19e siècle. Au 19e siècle, l'État central devait négocier avec le délégué de la Tibonite, que ce soit avec Jean Jumeau jusqu'en 1902, pour le négocier avec lui, et les forces étaient maintenues par des forces régionales. Donc, voilà. Donc, si vous avez deux, trois questions, et puis on passe à autre chose. La professeur et Franz Walter font bon aller. Et ça, moi, mais avec Franz et Jean, la paix et bonne information, et puis lier le fait avec tout ça et aux jeunes dans l'autre pays et qui lier fait avec Haïti. Et surtout, Jean dit et retirer chaque petit élément et qui ça des éléments individuels pour mettre les dit non, c'est pour une bail collectif. C'est très bien et je suis content et parce qu'il y a des gens qui ne connaissent du tout. Donc, nous allons oui pour questions. Nous connaissons deux personnes qui sont en ligne. Nous avons poser des questions, mais nous connaissons même tout qui est dans la salle là, donc il y a des questions. Par contre, dans le protocole là, est-ce que nous devons voir la priorité ou bien nous bon, nous ça va poser nous ligne, nous allons contrôler s'il y a des questions, la première dans ligne. D'accord.
Bon, qui est-ce qui a commencé à premier dans l'assistance là? L'assistance, qui est-ce qui a une question? Mais s'il te plaît, nous parler pour nous faire tout un résumé de ça et poser ça à ce dit. Nous avons des questions bien précises pour nous poser, et même pour le répondre, nous n'avons pas besoin et des questions trop abondantes, nous avons besoin des réponses trop abondantes, tout parce que tellement ou pas d'informations, donc allez-y. Et dans la ligne, là, si on a posé question, il faut le lever même. Oui, pour montrer qu'elle est intéressée par comme ça, et puis laisse à nous-mêmes, n'apprendre et puis nous donner la parole. Oui, en fait, ayons... Non. Oh, bon. Mon nom, c'est... non, pas, c'est éveillé à l'image, Gonaïvien, qui était à Haïti depuis 1981. Moi, j'étais au Canada pendant 2 ans, moi, j'étais à Montréal pendant 2 ans. Mais j'étais toujours avec petit connaissance que j'ai gain de français, etc. Toutes les études que faites en français. Début, je fais l'autre expérience, ça anglophone, n'a gagné. Je fais 2 ans au Canada, après ça, bon, je me déplacé. Bon, question gain, excusez-moi, c'est pour un petit temps. Monsieur Voltaire a parlé de liens qui existaient entre communautés, entre groupes, différents groupes qui existaient, que bien content, m'apprécier ça. Ça fait un plaisir parce que nous toujours attendons que Haïtiens pas qu'à mettre tête ensemble. Bon, question les simples, parce que vous mentionnez tout, et puis on pas voter ou pas compter. Par exemple, campagne électorale a fait, qui position, qui côté haïtien vous voyez présentement? Est-ce que vous arrivez à comprendre il y a besoin d'un vrai changement, la CAIO, par exemple, Haïti, il faut mettre tête ensemble pour aller d'une seule voie, pour que les politiciens qui prennent des décisions, pour nous penser avec eux, qui côté vous maintenant? Bon, je crois qu'il y a deux questions et deux réponses là-dedans. Première réponse là, sur ici, là, son régime parlementaire. Dans le régime parlementaire, vote là, son vote pas compté. C'est-à-dire que vous votez moi-même et sous même au candidat Saint-Michel, moi-même, je vais faire un coup. Si moi, vous voyez autant de, pour voir candidature globalement, mais moi, je ne vais pas voter pour vous, puisque je vais voter simplement dans le côté, moi, j'ai domicile. Moi. Donc, ce n'est pas mon vote général. Vous ne pas voter pour le Premier ministre là, vous votez pour député. Majorité député, on y a si nous sortis là même, soit le Parti libéral, soit le Parti québécois, soit le parti du MPD, le groupe qui a une majorité là a élu le Premier ministre. Là. Donc, c'est une différence générale avec une élection présidentielle que ce soit en France, aux États-Unis ou en Haïti. Maintenant, effectivement, on gagne des candidats à députés ou à conseiller municipal, parce que l'Olonville, on a voté pour l'opposition, on a voté pour le gouvernement, dépendant de ligne gouvernement. Maintenant, si nous revenons avec Haïti, je pense qu'effectivement, on a un problème d'éducation civique, ou un problème de transparence. Par exemple, on y en a parlé dans l'époque de transition. Il y a un aspect plus important que peut-être généralement les élites politiques sous-estiment, et c'est peut-être ça qui a lieu à un certain nombre de problèmes, c'est la constitution de son relais au conseil électoral. Au conseil électoral, sont habités. Mais si habite là, il est déjà de ce côté, ou pas de aucun côté, ou pas convaincre le monde pour aller voter. Pour le monde aller voter, il faut se connaître le résultat qui va le faire. D'abord, pour tout le monde accepter le jeu, c'est même dans le match de football, c'est-à-dire qu'il y a 2 équipes, mais si on connaît que habite là, il est déjà penché pour l'autre équipe là, mais il y a règle tout. Parce que le plus important qu'habite là, c'est règle. Et règle, ça, il doit contester. Donc, pour gagner, mise en place un certain nombre de cadres et un conseil électoral qui est hors de tout doute. C'est-à-dire qu'on connaît que le conseil électoral là, moi-même, je suis au Costa Rica, bureau tribunal constitutionnel, la plus importante que le palais national là. Parce que c'est lui qui va déterminer le monde qui va gérer le pays.
Donc, il faut accepter que le monde qui va gérer le pays a une légitimité. C'est-à-dire que la majorité de la population, suivant les règles électorales qui sont acceptées par tout le monde, la majorité de la population accepte que pour une règle électorale, il est absolument absurde que nous gagnions, que quatre monde font parti politique ou le parti politique ou mouvement politique. Il faut avoir des règles qui disent que, en fait, sous le candidat, il faut qu'il fasse un dépôt, que ce soit en argent, il faut qu'il y ait 15 000 membres, il faut qu'il y ait un série de bails qui est limité. Ça, on a carré émiettement politique là. Nous-mêmes, mon médecin là, dans ça là, ça m'a carré nous partis politique amibienne. On est amibla, lui-même, 1 devient 2, 2 devient 4, 4 devient 8. Ça n'y a pas qu'à une division à l'infini. Il faut mettre des règles pour résoudre ce problème. La règle peut être des 5 ou 10% de vote. Il faut une règle. Parce que si on n'a pas une règle, on ne peut pas fonctionner sans règle, on ne peut pas fonctionner avec des. Et deuxièmement, je finis avec ça. Pour moi-même, élection, c'est l'acte civique par excellence. Ou pas qu'à gagner une élection qui est financée par l'extérieur. C'est-à-dire, l'extérieur peut te financer dans le sens d'assistance libre matérielle, libre, mais pas capable, c'est lui qui a déterminé contrôle électoral. C'est peut-être ça, nous tout contrôle électoral, ça, c'est bien pour ces nous. C'est pas qu'un ambassadeur américain qu'on décide qui monte que un tel par haïtien, un tel haïtien lié. C'est-à-dire que nous sommes dans l'absurde complètement. Donc, moi-même, je pensais qu'effectivement, vous, en élection, on va faire le jour férié, on va faire le jour qu'on est que on va le faire le dimanche, parce que si on fait le dimanche, il y a des gens qui ont même une religion pareille, on va le faire le jour d'une fête religieuse, que ce soit vaudou, que ce soit catholique ou protestant, on va essayer de faire élection le jour qui permettent tout le monde de participer. On va le faire, on va utiliser l'école, on va utiliser l'église, on va utiliser les temps vaudou, on va utiliser tout côté, mais il faut gagner un aspect que nous connaissons que par des trafics otages de vote, ça ne va pas faire aucun côté. Tu sais, c'est-à-dire que là encore, il faut gagner des règles. Nous avons sous ligne là, Wilfried Gilles, qui a posé une question, on va obligé de passer France Casta pour le cadre de l'île. Fritz, ouvrez le micro. Oui, bonjour, Fritz. Fritz, Oui. micro ouvert, pas ouvert. Oui, maintenant, oui. Fritz, micro pas ouvert. Ouvert micro. Ouvert micro. Ok, il est ouvert. Hello? Oui, maintenant, Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, vous m'entendez? Oui. Mon nom, c'est Wilfried Gilles. Moi, c'est Moun Saint-Michel de la Talaye. Oui. Et moi, content, d'ailleurs, sous forum, moi, j'ai une invitation qui me l'a donné, moi, trouvé qu'il fait un bel travail. Mais moi, content, je dis, pour me participer, même si je suis en retard avec nous, et sur ce sujet, on a discuté. En tant que Moun Saint-Michel de la Talaye, moi, poids, insécurité, li pèse lourd, par exemple, sur la commune Saint-Michel de la Talaye. Pour qui ça? Après, tu me questionnes pour le public. Non, je vais résumer, je vais me développer pour m'aller. Non, c'est très important. Il ne pas attendre le public qui n'a pas attendu des questions. Allô? Il dit que mon poids, insécurité à Saint-Michel de la Talaye, c'est mon Saint-Michel lié. Alors, oui, poids m'a dit, c'est que c'est toute machine qui sortit dans l'ouest là, pour y aller dans le Grand Nord, en grande partie, c'est Saint-Michel qui est passé. Ça veut dire qui ça? Non seulement question d'insécurité que nous connaissons, mais il y a un problème en plus dans la commune, c'est-à-dire route crasée, route qui n'est pas faite pour gens de poids lourds, qui donc, Saint-Michel, pour moi, un manque à gagner par rapport à ça qu'a fait là, or l'État central par même brisé. D'ailleurs, jusqu'à présent, dans la zone d'Iguaran, pour entrer dans le centre-ville là, il y a une machine qui a fait à peu près 2-3 jours qui n'a jamais déplacé. Trailer, camion,
capable aller dans Grand Nord, malheureusement, parce que problème route. Maintenant, question pas maintenant pour nous, monsieur qui sous panel là. On nous garder 2,86 à jeudi à mes amis. Est-ce que nous pas haïtiens? Est-ce que nous pas conscients des problèmes? Non, au moins, même le minimum, d'accord, nous pas jamais d'accord, comme si entre nous, a toujours un désaccord. Mais sous pays, sous minimum bien net là, pour génération qui vient, qui ça nous qu'a fait, mes amis, pour nous sauver le minimum? Parce que si génération ça allait net, Haïti était gens lié la jodia, nous pas doué exister. Parce que nous vivons dans tout pays dans le monde là, nous ouais gens pays a fonctionné. Et m'a fini pour me dire, on nous pas dit qui Haïti n'a quitté pour prochaine génération. On nous dit de préférence qui prochaine génération n'a quitté pour Haïti. Merci un peu. Ok, nous, pour cette dernière question qui, pour France, n'a pas tombé directement à professeur Daniel. Nous, quoi, question posée, nous-mêmes, initiative, c'est lui nous poser, et c'est ça qui a cherché solution, et c'est ça qui mène nous, des Porto Rico, qui mène nous, journée aujourd'hui ici. Et permet à exposer que le professeur France montre nous richesse en termes de ressources humaines qui y a au Canada, impact haïtien dans le Québec, dans le Canada, et mais si ressources ça, travaillent ensemble avec. Parce que c'est ça que nous cherchons. Nous-mêmes, pour gagner inquiétude là sur place, nous-mêmes, nous marchons avec inquiétude là un peu partout pour nous joindre ressources ça et ressources ça qui travaillent ensemble avec. Nous-mêmes, nous misons sur nos enfants, les enfants de nos enfants. C'est base fondation que nous mettons pour que génération jeunes, petites, parce que nos générations, c'est entre 18 et 40 ans. Et nos générations de 40 ans et 60 ans, c'est une génération de transition. Nous-mêmes, nous sommes une génération au-dessus de 60. Nous avons aller, le monde qui est aller. Et c'est ça de faire pèlerinage là. Inquiétude là, nous gagnons. Je veux dire, c'est inquiétude ça qui vient de nous là. Et professeur, Fran, saute nous espoir. Parce que si nous, ouais, en pile haïtien contribuer à changement à Québec, et si haïtiens sont disposés pour contribuer, et vous croyez que d'ici 2054, comme j'ai Robert, nous avons l'autre Haïti qui émerge. Et nous pas quoi, on va imaginer, on matin, nous lever, sans nous pas travailler, et puis toute bagaille vient grosse. Merci. D'abord, passons deuxième. Attendez, il y a une question dans la salle qu'on nous prenne avant de passer. D'accord. Bon, Danilas. Ok. Bon, en fait, nous, c'est Jean-Carl Desméziers, nous sommes gouverneur Souche. Et moi, vraiment intéressé avec l'investissement. Mais étant donné, au tout début de l'exposé, nous sommes qu'il y a une possibilité pour gagner accès avec l'investissement. Pour nos communautés haïtiennes au Canada, il y a une possibilité pour faire ça dans le centre régional. Même Dapito qui était question, ça, qui va le venir dans la deuxième exposé. Tu vois, parce que il va venir dans l'exposé Daniel là, qu'on met Daniel là sur ça. Même dans les signalé deux choses. À notre ami de Saint-Michel de la Talaye, moi, je dis comment, mon par exemple, il commercialiser deux produits Saint-Michel de la Talaye. Nous connaissons Saint-Michel de la Talaye, sont des produits clairins. Ben, il y a deux produits, au fait. Aujourd'hui, il y a deux clairins, ça, tout ça, clairins Casimir. Aujourd'hui, il y a clairins, ça, ils vendent plus cher que Wamba Bankou sur le marché international. Là. Parce que bon monde qui commercialise autrement, c'est-à-dire, il rend compte, il dit, Dieu vend le marketing, il dit, l'alcool le plus méconnu de toutes les Amériques. Je dis, mais moi, l'alcool, personne ne va connaître. Il est plus important que Wamba, il est plus important que Tequila, il vend $80 sur le marché international. Là. Et donc, ce n'est pas possibilité de pas gagner, c'est conditions pour nous rendre possible. Alors, c'est pour dire Saint-Michel, qui n'ont pas de ressources dans le monde intéressé, et au cas rendre possible un développement Saint-Michel. Maintenant, je vais signaler avant de terminer, je remercie nous tous qui là, et je remercie tout le monde qui était sous le journal, je remercie plus particulièrement collègues et amis, professeurs de la tortue, et je vais signaler que parmi nous, il y a un président syndicat
président du conseil d'administration et fondateur de Citica, c'est Wilson Jacques, qui est là avec nous aujourd'hui. Donc, qui a assisté dans mon concert. Donc, merci beaucoup. Et puis, deuxième intervention, c'est notre collègue Daniel Godefroy. Donc, je vous remercie et puis, merci à tout le monde qui a participé dans l'activité ça.